Salut tout le monde. Euh, Ravi d'être là et merci d'assister à la dernier talk de la journée. Déjà, ça fait vraiment plaisir d'être là parce que nous, en tout cas, je suis cofondateur de Neopolis et en fait, nous, on a commencé ici. Donc, nos 2 premières années, on était là. On a commencé à l'aile ouest, après on a basculé à l'aile est. Et, euh, et donc, voilà, on se sent vraiment comme à la maison ici, donc c'est toujours un plaisir. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on est passé de 0 à 1 million d'utilisateurs, tout ce qu'on a mis en place en fait pour y arriver. Et en fait, on est passé par différentes phases où en fait on a utilisé différentes stratégies et différentes tactiques pour pouvoir passer un peu aux étapes suivantes. Et on a utilisé différents modèles de croissance qu'on va retrouver à différentes étapes de plusieurs boîtes. Et donc tout ça, on est passé par vraiment des phases différentes. Et je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a marché. Euh, Peut-être, je pourrais aussi vous parler de ce qui n'a pas marché, éventuellement, si ça vous intéresse. Et, euh, et donc voilà, comment est-ce qu'on est passé de 0 à 1 million de téléchargements et d'utilisateurs. Nous, on appelle nos joueurs des citoyens, parce qu'on crée ce monde virtuel de Néopolis. Et, euh, et donc, pour tout vous dire, nous, enfin, comment est-ce que je vais vous présenter ça? Je vais vous présenter 3 grandes étapes. Donc, la première étape, nous, c'est quand on est passé de 0 à 10 000 utilisateurs. Donc là, voilà, il y en a qui appellent ça bootstrapping ou nous, voilà, c'est la période où tu n'as aucune ressource et tu dois faire beaucoup avec rien. Donc, période un peu galère, mais du coup, nous, c'était vraiment la première année où on a mis en place pas mal de choses là-dessus. Et ensuite, on passe à l'étape suivante où on commence à avoir un produit qui est stable, un minimum stable, où on a de la croissance organique. Et là, on commence à mettre en place des choses pour pouvoir pousser cette croissance et pouvoir avoir un peu plus d'utilisateurs. Et enfin, donc ça, pour nous, c'était l'étape où on est passé de 10 000 à 100 000 utilisateurs à peu près. Et après, on est passé de 100 000 à 1 million avec le modèle, en fait, notre modèle économique qu'on a aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la performance marketing, ou le fait d'avoir des utilisateurs qu'on acquiert et qui, en jouant, vont monétiser. Et donc, nous, on va pouvoir investir en marketing avec une rentabilité dans notre croissance. In fine. Donc ça, nous, aujourd'hui, c'est le modèle qu'on utilise le plus. Donc je vais le présenter aussi. Et, euh, et donc voilà. Donc un peu de contexte. Donc moi, je suis un des 3 cofondateurs de Neopolis. Quand on a commencé avec mes associés, on avait donc au tout début, on avait l'équipe, mais on n'avait pas encore le projet. Donc, on savait qu'on voulait s'associer, on savait qu'on voulait faire quelque chose. Et voilà, moi, j'avais déjà lancé mon app avant. Je m'étais pas forcément bien associé. J'avais fait des erreurs de débutant. Et là, j'attendais vraiment d'avoir l'équipe parfaite pour me lancer. Et donc, quand on s'est trouvés tous les 3, on s'est dit OK. On a testé l'équipe. Je pense que vu que l'événement c'est 0 to 1, je pense que c'est aussi intéressant de voir un peu la genèse de comment, en fait, juste la naissance de la startup est arrivée. Et donc, nous, à ce moment-là, j'avais un de mes associés avec qui on faisait des petits projets à côté de notre boulot. Et on a rencontré notre troisième. On était tous les 3 dans 3 pays différents, mais on a réussi à collaborer. On faisait des petits projets. On avait essayé de lancer 7 apps en 7 semaines pendant un été. Donc, objectif assez hardcore, mais au final, ça s'était trop bien passé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rejoint à l'autre bout du monde tous les 3 en se disant ok, on a 2 semaines pour trouver quel projet on va s'investir dessus dans les 3, 5, 10 prochaines années. Et donc on a beaucoup réfléchi. Et donc là, on a eu l'idée de Neopolis, donc transformer le monde en un jeu de société géant. Donc souvent on dit qu'on transforme le monde dans un plateau de jeu géant. Et en fait, nous, on voulait faire du gaming. C'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup parce que c'est un monde qui est hyper créatif. On peut vraiment, d'un point de vue produit, on peut vraiment créer énormément de choses. Et ensuite, il y a aussi la tendance qu'on voit depuis plusieurs années où les jeux vidéo prennent de plus en plus de
part de marché aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, il y a plein les nouvelles générations, elles passent elles sociabilisent plus dans les jeux vidéo que dans les réseaux sociaux. Elles accordent plus d'importance dans ces expériences-là. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant du coup, de créer un jeu dans lequel il y a des personnes qui vont rencontrer des personnes, se rejoindre leurs potes, etc. Et donc, on s'est dit comment être innovant dans le monde du jeu vidéo. On avait vu le phénomène Pokémon Go, on a voulu aller encore plus loin, et donc on a eu cette idée de pouvoir, en gros, acheter des bâtiments dans le monde réel. Donc, dans Néopolis, en fait, vous êtes géolocalisé, vous allez pouvoir acheter des restaurants, des monuments, le H7 par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec tous les autres gens qui habitent autour de chez vous, donc soit en compétition, soit en collaboration. Et donc voilà, on a eu cette idée. Donc après, on a utilisé le petit manuel du bon entrepreneur que je pense que vous connaissez, à savoir tester son concept. Donc avant de développer la première version, on a voulu valider l'idée. Donc là, on a lancé juste une petite vidéo qu'on a faite. Et donc on s'est dit, à partir de 1000 préinscrits, on se lance dans le projet. Et donc on a lancé ça. La vidéo, on a eu rapidement des préinscrits, donc très encourageant. On s'est dit ok, c'est parti. On a fait le premier prototype. C'était vraiment c'était un bêta test qui était à Lyon. Et donc il y avait 1000 personnes comme ça. Et à ce moment-là, nous, on est arrivé au H7. On a commencé vraiment à créer ce premier bêta test. Et donc là, on a eu des très bons retours, la communauté s'est bien amusée, et donc on s'est dit, ok, maintenant on a un produit, on a un gameplay qui marche, maintenant on va commencer à vraiment faire un vrai produit. Et donc à partir de ce moment-là, on avait toujours zéro ressource. Le premier proto, c'était, on avait un étudiant Epitech qui avait à peine 18 ans qui nous faisait tout le back-end. Voilà, il y avait vraiment plein de bugs. Je crois qu'il y avait plus de bugs que d'utilisateurs, sans mentir. Et du coup, on s'est dit, ok, maintenant qu'on a ce concept qui est validé, le jeu, malgré tous ses défauts, il accroche, les gens, ils adorent y jouer et tout. Donc maintenant, on va commencer à construire par-dessus. Donc on a étoffé tout ça. Mais vu qu'on n'avait pas de ressources, il fallait se débrouiller pour aller chercher nos premiers utilisateurs. Et donc là, on a testé pas mal de choses. Et notamment, il y a quelque chose qu'on a vu qui marchait très bien, c'était le fait d'avoir un accès un peu exclusif. Donc on faisait des bêtas mais qui étaient que sur inscription et qui étaient réservés qu'à un nombre maximum de personnes. Donc ça, c'est une technique, je pense, technique que vous avez déjà dû voir. Il y a Clubhouse qui avait beaucoup fait parler là-dessus, Superhuman qui s'était lancé comme ça aussi. Et vraiment rendre ton produit vraiment exclusif et faire en sorte qu'il y ait cet engouement. Et donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, par exemple, lancement à Lille, parce que vu qu'on a un jeu géolocalisé, ça s'adapte bien à l'échelle d'une ville. Lancement à Lille, et donc il n'y a que 1000 places, et donc les gens s'inscrivaient, il y avait un peu cet effet qui marchait bien. Donc on a fait ça, et puis là, ça a fait rire mon équipe, mais on a masterisé un concept qui est le concept de lancement. Donc le lancement, c'est vraiment quelque chose qui a un pouvoir assez énorme. Et donc chaque fois qu'on arrivait dans une nouvelle ville, on disait ok, le lancement à Marseille, le lancement à Bordeaux, etc. Et donc on jouait vraiment sur ce concept pour créer de l'actualité. Et donc on a fait le tour de France des lancements. À chaque fois on avait un pic de nouveaux utilisateurs, ça marchait bien, on avait de la presse, on avait pas mal de... Voilà, on activait en fait à chaque fois tous les médias qu'on pouvait activer. Et donc là, comme ça, on est monté petit à petit en nombre d'utilisateurs. Nous, ça nous permettait d'avoir des retours utilisateurs et aussi de montrer que ça avançait pour nous. Et en fait, tout ça dans un but, parce que on savait que faire un vrai produit de bonne qualité, ça demande d'avoir une équipe, d'avoir des ressources. Donc on savait qu'on avait besoin d'argent pour faire tout ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis une date qui était le lancement national, donc toute la France. Et en fait, on a orienté tous nos savoir-faire, tout ce qu'on avait découvert avec nos différents tests. On s'est dit, ok, on va vraiment concentrer tous nos efforts sur une date pour vraiment créer ce qu'on appelle un momentum et donc qui va nous permettre de vraiment créer beaucoup d'actualité autour de nous et donc avoir un peu tous les chiffres qui augmentent de manière à pouvoir trouver des investisseurs ou donc souvent dans le gaming c'est soit on cherche des investisseurs soit on cherche des publishers, mais au final c'est grosso modo la même chose parce que c'est des gens qui vont donner de l'argent en espérant en récupérer beaucoup plus. Et donc
Donc voilà, on a tout misé sur ce momentum, et donc on a mis en place pas mal de choses. On a cherché des partenaires de poids, donc des gens qui avaient pas mal de poids dans notre industrie. Donc typiquement Apple, ils nous ont backés pour notre lancement, ça nous a beaucoup aidé aussi. Et donc, à ce moment-là, on a vraiment bien réussi cette opération de faire ce lancement national, donc là on est monté à 10, 20 000 utilisateurs d'un coup, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas mal de gens avec qui on avait commencé à discuter, donc des investisseurs, des partenaires potentiels. Et là, en voyant tout ce qui se passait, d'un coup, on a eu des offres qui sont arrivées devant nous, voilà, des investisseurs qui nous faisaient des offres, même des gens qui nous ont proposé de nous racheter alors que la société, elle était à peine créée. Et juste le fait d'avoir vraiment toute voilà, tout ce bruit et ces chiffres qui augmentaient d'un coup, ça nous a vraiment aidé. Et donc là, on a eu beaucoup de chance parce que les premiers investisseurs qui nous ont fait une offre, nous, c'était un super match parce que c'était les plus gros investisseurs en France qui avaient financé le gaming les 10 ans auparavant. Donc c'est des mecs qui sont hyper reconnus. Et nous, sortis d'études, pas d'expérience dans le gaming, on avait zéro crédibilité, donc ça nous a permis d'avoir plus de crédibilité, d'avoir beaucoup plus de réseau. Et donc voilà, on a aussi, ça nous a permis d'avoir des alliés de poids, quoi. Et donc on s'est associé avec eux, évidemment ils nous ont donné de l'argent, qui nous a permis de recruter notre première équipe. Et donc là on est passé dans la deuxième phase, qui était la phase de croissance organique, où on a expérimenté ce qu'on appelle network effect, où en gros, network effect, c'est plus tu as d'utilisateurs, plus ton produit il va être intéressant, l'expérience va être bien. On retrouve ça dans toutes les marketplaces ou les réseaux sociaux par exemple. Et donc on a commencé à voir ça. Il y a un exemple, je me rappelle, qui nous avait frappé, c'était à Caen par exemple. D'un coup on a vu les chiffres qui augmentaient d'un coup dans la région de Caen. Je ne veux pas dire de bêtises, Calvados peut-être, mais je ne suis pas sûr. Et donc on a vu ça et on s'est dit ok, qu'est-ce qui se passe, et on s'est rendu compte que sur place tu avais une communauté de joueurs qui commençait à s'activer et qui avait créé un network effect qui faisait que toute la ville avait commencé à jouer. Et donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a vu qu'il y avait justement ce potentiel de croissance organique, on a fait des actions, on a mis en place des choses justement pour amplifier tout ça. Bon, évidemment, le fait d'avoir des network effects, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver pas dans tous les produits, mais dans tous les jeux qui sont multijoueurs, c'est quelque chose qui est assez puissant. Et nous, en plus, le concept de Neopolis, c'est en gros, on transforme le monde en un jeu de société géant. Et en fait, si tu regardes bien, c'est quoi qui est fun dans un jeu de société? C'est le comportement des autres joueurs. C'est le fait de jouer avec des gens que tu connais, c'est le fait d'anticiper le comportement des autres. Et donc ça fait qu'on a un produit qui de base se prête beaucoup à avoir des comportements sociaux assez intéressants et des effets de croissance organique qui se font naturellement. Et donc nous, pour pousser tout ça, ce qu'on a fait, c'est que la première chose, c'est que on essayait vraiment de comprendre qu'est-ce qui faisait que les joueurs invitaient leurs potes, qu'est-ce qui faisait que à Caen, par exemple, ils commençaient tous à jouer. Et donc on a double down sur tout ce qu'on voyait qui marchait bien. Et en fait, ça passe beaucoup par des décisions produits qui vont amplifier ça, ou au moins faire attention de jamais casser ces effets-là. Donc typiquement, nous, on a des chats qui sont par ville, par pays. Et c'est des éléments qui marchent super bien. Un jour, par accident, on avait le chat qui marchait plus. On a perdu 5% de rétention de suite. Et donc, on s'est rendu compte que il y a certaines features ou certains éléments dans l'expérience de nos joueurs qui permettent vraiment d'amplifier ces network effects. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait, c'est vraiment prendre des décisions produits pour amplifier cet aspect croissance organique. Et la deuxième chose aussi qu'on s'est rendu compte assez tôt, c'est qu'on avait une communauté qui était hyper engagée, mais qui était vraiment à fond derrière le projet avec nous. Nous, on passait naturellement du temps avec eux sur Discord parce que on voulait des feedbacks, on voulait améliorer le jeu et savoir qu'est-ce qui s'améliorait. Mais en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que les gens, ils n'étaient pas là que pour nous aider à donner des feedbacks, mais qui, ils créaient des petits groupes, ils passaient beaucoup de temps juste à chiller avec les autres gens de la communauté, à aider à onboarder les nouveaux, etc. Donc il y avait beaucoup une envie de s'impliquer dans cet écosystème. Et donc nous, rapidement, on a mis en place une règle qui était la règle du vas-y. C'est en gros, dès qu'il y a un joueur qui nous proposait
quelque chose, qui voulait faire, faire quelque chose pour la communauté, nous on lui disait bah vas-y. Bon, si la personne, on sentait qu'elle avait la tête sur les épaules et que c'est quelqu'un de débrouillard, on lui disait bah vas-y, mets-le en place. Nous on essayait d'aider en mettant à disposition nos ressources. Et donc en fait on s'est rendu compte qu'en faisant ça, il y a vraiment plein de choses assez incroyables qui se sont passées, où tu as toute une organisation parallèle qui s'est créée dans notre produit, où en fait sur Discord, d'un coup, on s'est retrouvé avec 100 bénévoles d'un coup. On avait des jeunes de 15 ans qui faisaient passer des entretiens à des gens de 50 ans pour devenir modérateurs bénévoles. Et ça toute la journée en vocaux, tu voyais. Et donc, on a vraiment laissé faire ça, amplifié. Et du coup, il y a vraiment cet aspect communautaire qui s'est mis en place et qui nous a beaucoup aidé. Parce que, en fait, une fois que tu as une communauté comme ça qui est vraiment soudée et qui est derrière le projet, bah, dès que tu proposes quelque chose, dès que tu mets une actualité, dès que tu lances quelque chose, bah, en fait, tu vas avoir une force de frappe qui est énorme. Et en même temps, bah, dès que tu as besoin de retours, bah, tu vas avoir plein de joueurs qui vont être prêts à te donner des retours. Enfin, c'est vraiment quelque chose que tu co-construis avec la communauté. Et c'est d'ailleurs quelque chose que même récemment, on a vu vraiment la puissance de ça, parce que récemment on a lancé un nouveau mode de jeu avec donc un nouveau mode de jeu Web3 où tu peux avoir des terrains dans le jeu et devenir propriétaire. Et donc ça en fait, en 2 mois, on a designé la chose. On a fait ça vraiment en impliquant notre communauté depuis le début pour lancer ça, et ça a été un succès énorme avec un sold out en 7 minutes, énormément d'engagement. Tu as eu plein de gens dans l'écosystème Web3 qui nous ont invités dans des cercles fermés et tout. Enfin, ça a été plein de choses qui se sont débloquées parce que voilà, on avait une communauté avec qui on co-construisait, et que évidemment bah, on a créé aussi un produit qui était pour eux, parce qu'on l'a designé, on l'a construit avec eux. Mais voilà, donc ça c'est vraiment sur l'aspect communautaire, c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé d'amplifier. Et par exemple, ben, des personnes qui s'impliquaient beaucoup dans notre communauté, typiquement, ben, on en a un qui est là et qu'on a embauché dès qu'il a eu 16 ans et un jour, parce qu'il s'impliquait tellement dans la commu qu'on disait bon bah il faut qu'on te remercie, et il faut que voilà, tu sois vraiment encore plus que tu sois encore plus avec nous dans l'aventure. Donc voilà, on a plusieurs personnes qu'on a embauchées aussi par la suite venant de là. Et donc voilà, donc ça c'est la période de 10 000 à 100 000, 200 000 utilisateurs, où en fait on n'avait pas encore de ressources pour faire de l'acquisition, et on grossissait petit à petit. Et ensuite on est rentré dans la troisième phase, qui était la phase de la phase de performance marketing, où en fait on faisait de l'acquisition et on faisait de la monétisation dans le jeu. Et donc là on a commencé à mettre en place des éléments de monétisation. Et nous, ce modèle-là, en fait, on s'est vraiment focalisé dessus à un moment donné pour 3 raisons. Un, parce que c'est le modèle dominant dans le gaming. La plupart des jeux, en fait, ils scalent grâce à ça. Et en fait, en tant que studio, c'est important d'avoir ce savoir-faire. Aujourd'hui, tu as beaucoup de différences d'un jeu à l'autre qui se font parce qu'il y en a qui sont très forts en user acquisition, comme on dit, en UA. Et donc ça, c'est un savoir-faire qui était important pour nous d'acquérir, et ça te donne beaucoup plus de maîtrise de ta croissance. Si par exemple demain tu veux ouvrir le Japon par exemple, eh ben, tu n'as pas besoin d'attendre que petit à petit ça croît et tout. Tu peux juste d'un coup accélérer nettement. Et ensuite, il y a quelque chose qui est particulier pour nous, c'est que en fait, on a un concept, on s'en est rendu compte très tôt, mais on a un concept qui est très accrocheur, qui est très puissant. C'est achète des bâtiments dans le monde réel, ou transformer le monde en un Monopoly géant. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Et en fait, la résultante de ça, c'est qu'on a des coûts d'acquisition qui sont très faibles. Et en fait, ça nous donne un avantage concurrentiel qui est énorme quand on commence à faire de la user acquisition. Et du coup, voilà, on a commencé à s'impliquer là-dessus. Et puis en plus, nous, on a, au niveau de tout ce qui est croissance organique, on a eu aussi un effet Covid, parce que d'un coup, vu que c'est un jeu géolocalisé, quand il y a eu le lockdown, dès qu'il y a eu les premiers lockdowns qui sont arrivés, en fait, on a eu plein d'utilisateurs qui avaient beaucoup moins d'interactions sociales entre eux et tout. Donc nous, on s'est plus focalisé du coup sur cet aspect-là. Et donc grosso modo,
faire de la performance marketing, c'est le funnel, donc concept assez classique, mais on crée des vidéos, où soit en interne, on crée des vidéos qui présentent notre jeu, ou on a des créateurs TikTok, Insta qui vont présenter le jeu, et nous on va les diffuser voilà, sur les feeds TikTok, YouTube, etc. Et ensuite, tu vas avoir peut-être 3% des gens qui vont cliquer sur les pubs. Ensuite, tu vas avoir 50% qui va télécharger l'app une fois qu'ils sont sur les stores. Et ensuite, tu vas en avoir peut-être 80% qui vont faire tout l'onboarding, etc., etc. Et en fait, nous, notre job, c'est de faire le jeu qui est le plus fun possible. Parce que plus on fait un jeu qui est fun, plus nos joueurs, en fait, ils vont apprécier rester longtemps sur le jeu et ne pas désinstaller l'app au bout de quelques semaines. Et plus on fait ce jeu fun, plus les joueurs restent longtemps, plus on a une monétisation qui est forte, parce que dans le gaming, l'avantage, c'est que le modèle économique, il est très simple et il est très classique. Tu as toujours une partie des joueurs qui vont regarder des pubs et une partie des joueurs qui vont dépenser de l'argent. Et en fait, les gens ont l'habitude de le faire. Donc évidemment, même si tu as un très bon jeu, tu peux aussi monétiser moyennement si tu mets pas en place les bonnes mécaniques. Mais normalement, si tu fais un bon jeu, tu vas réussir à monétiser quoi qu'il en soit. Et donc, nous, on a commencé voilà, ce cycle-là où l'objectif, c'était vraiment de faire le meilleur jeu possible avec un indicateur clé qui est la rétention. Donc vraiment, c'est la rétention au bout de 30 jours, de 60 jours, combien d'utilisateurs sont encore là. Et donc, on a vraiment itéré là-dessus, itéré. Et vu que c'est un funnel avec plein d'étapes, où en fait on a beaucoup de canaux d'acquisition différents, etc. Vu que c'est un funnel avec plein d'étapes, nous, en interne, on a vraiment des datas de partout. Je crois on a 4 ou 5 outils de data différents. On a plein de données dans tous les sens qu'on n'exploite même pas encore. Donc s'il y en a qui adorent tout ce qui est chiffres, data, franchement venez chez nous, c'est Disneyland, tu peux t'éclater. Tu as vraiment plein de trucs à faire, et en plus on n'a pas fait grand chose jusqu'à présent. Donc enfin on a fait des choses, mais c'est encore très artisanal. Et on va recruter un data analyst dans quelques mois, soit dit en passant. Et donc voilà, il y a beaucoup de data dans tous les sens. Et donc nous, on a vraiment cette chose à masteriser, c'est arriver à analyser toutes les métriques. Et ensuite, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui marche pas. Parce que nous, du coup, on fait tout le temps des itérations sur le jeu, on teste plein de nouvelles, des changements de features, des changements d'onboarding, et on voit le résultat sur est-ce que la rétention a augmenté ou pas. Et donc, c'est comme ça qu'on va être en amélioration continue. Et donc ça, voilà, ça c'est le modèle qui nous a permis de croître de 100 000 jusqu'à 1 million. Là aujourd'hui, en tout, on a 3 millions de personnes qui ont déjà joué à Neopolis. Et donc, on a lancé dans 4 pays pour le moment en Europe. Et là, on améliore encore le jeu pour préparer le lancement aux US. Et en même temps le lancement mondial, avec un bel effet d'annonce, comme vous pouvez imaginer à ce moment-là. Mais c'est vraiment ça qu'on est en train de préparer en ce moment. Et donc évidemment, quand je parle des différents modèles, les différents modèles sont complémentaires. Enfin, au moins la croissance organique et la croissance en performance marketing, parce que nous, on continue d'amplifier justement la partie sociale pour pouvoir avoir une croissance organique qui s'opère toujours. On continue d'investir énormément sur la communauté et pour que tout le monde se sente bien dans la communauté. Et donc, on continue de le faire, mais c'est vrai que le modèle de performance marketing, c'est quelque chose qui, dans le jeu vidéo, te permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir un avantage à partir du moment où tu veux croître et que tu as un bon produit. Donc, voilà pour les 3 principales étapes par lesquelles on est passé. Et donc, je pense que pour résumer, nous, on a, de 0 à 1 million, on a commencer avec vraiment de la débrouille et tout, et ça, je pense que c'est quelque chose qui, au début, peu importe le projet, et, en fait, à part si tu as un CV incroyable dans ton industrie, ou que tu connais, ou que tu es super pote avec un top décideur, investisseur, mais en fait, tu as besoin au début de prouver quelque chose, et en fait, le fait de shipper rapidement, de faire des itérations, et surtout de créer ce momentum-là, je pense que c'est nécessaire, parce que franchement, tu as plein de super startups, de super projets, où même s'il y a un bon produit,
si tu crées pas ce momentum, ben, en gros, ils n'arrivent pas forcément à réussir à embarquer tout de suite des investisseurs ou des partenaires avec eux. Donc je pense que ça, ouais, c'est un truc assez important par lequel on est passé. Et évidemment, il y a quelque chose qui va de pair avec ça, c'est que même si tu as un super momentum, mais que personne ne te connaît ou que tu connais personne, par exemple, si tu lèves des fonds, en fait, ça va servir à rien. Et nous, il y a quelque chose aussi qui nous a bien aidé, c'est que très tôt, on a demandé aussi beaucoup d'aide. On a sollicité soit des gens qui étaient très connectés, soit des entrepreneurs qui étaient passés par là avant nous. Et ça nous a vraiment énormément aidé. Ça nous a, dès qu'on a fait notre lancement, qu'on a eu nos premiers chiffres, en fait, on avait déjà des gens qui nous connaissaient. Et donc, on a eu très rapidement des offres qui sont arrivées parce qu'on avait fait le travail en amont de ça. Et sans ça, ouais, on n'aurait pas pu recruter une si grosse équipe et donc aller peut-être aussi vite. Donc voilà pour ça. Et c'est vrai que dans le gaming particulièrement, c'est quand même un milieu qui est hyper compétitif. Ça se renouvelle beaucoup, il y a souvent des nouveaux succès, mais c'est hyper compétitif. Je crois qu'aujourd'hui, dans le jeu mobile, par exemple, tu as 1 million de jeux sur App Store, Play Store en tout, et en moyenne, un possesseur de smartphone, il télécharge 25 apps par an, et dedans, tu as TikTok, YouTube, donc c'est très très dur de sortir du lot, et du coup c'est important quand on commence d'identifier ce qui marche et de vraiment appuyer dessus pour faire en sorte d'avoir ce début de traction et de surfer dessus. Donc ça c'est quelque chose que je pense qu'on a pas mal fait. Et puis ensuite le passage sur le modèle de rentabilité avec acquisition et profitabilité au niveau des utilisateurs qui nous permet de grossir. Et nous on est encore au début de l'aventure, hein, honnêtement. On a 3 millions de téléchargements, mais c'est en général un jeu qui marche, comme nous on essaye de faire, c'est normalement, voilà, c'est au-delà des 100 millions de téléchargements largement. Donc on en est encore au début, mais au moins je pense qu'on a vraiment réussi à identifier un bon modèle et on a commencé à apprendre à travailler avec. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on continue de s'améliorer sur ces différents plans. Alors, j'ai l'écran qui s'est éteint, donc je sais pas du tout si je suis bon niveau timing ou pas. Mais bon. Ok. Ouais, après, je sais pas s'il y a des sujets dont vous voulez parler. On peut parler des fails aussi, on en a eu quelques-uns. S'il y a un truc marrant que j'ai oublié de vous dire, qui est assez intéressant aussi d'un point de vue évolution du projet, on avait eu l'idée d'ailleurs dans l'aile ouest, là, en discutant, on s'était dit, ok, les gens, en tout cas dans notre communauté, un des trucs qu'ils adorent dans Néopolis, c'est qu'en fait, ils sont trop fans de leur ville. Ils ont vraiment envie de jouer avec leur ville, d'être avec des gens qui habitent dans la même ville et même de parler de leur ville. Ils le faisaient beaucoup, juste parler de leur ville. Et du coup, on s'est dit, ok, on va tester, on va faire un clash, on va mettre en opposition deux villes entre elles. Et ça en live sur les réseaux sociaux pour essayer donc de surfer là-dessus. Et ça a trop bien marché. On mettait en opposition Toulouse contre Bordeaux, Lyon contre Saint-Etienne, etc. Et en fait, on a eu des lives qui sont montés à 40 000, 50 000 participants. Et à chaque fois, tu avais un pic dans les nombres de préinscrits ou dans les nombres de personnes qui arrivaient dans notre communauté. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est juste en faisant des tests, en fait, on testait plein de choses. Voilà, il y en a qui marchaient pas, ça a marché. Juste pour, à ce moment-là, c'était faire le plus de bruit possible et essayer d'avoir le plus de gens qui arrivent sans dépenser un euro. Et donc ça avait bien marché. Et donc là, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est que peut-être 2 ans plus tard, on a mis dans l'application un événement in-game qui mettait en opposition des villes. Et on a eu des super résultats justement là-dessus, avec plein de joueurs qui s'impliquaient encore plus dans le jeu parce qu'ils avaient envie de défendre leur ville. Et donc ça, c'est vraiment un bon exemple d'un insight, comme on dit, donc vraiment un truc que tu comprends sur tes utilisateurs et que tu sais que tu vas pouvoir l'activer, que ce soit dans le marketing, dans ton produit. Et ensuite, voilà, nous, maintenant, c'est quelque chose qu'on met de manière récurrente dans le jeu et qui nous permet d'avoir une feature qui marche bien, quoi.
Donc ouais, après je sais pas s'il y avait certains sujets qui vous intéressaient. Yes. Ouais, je pense. Évidemment, en fait. Évidemment. Je pense que nous, typiquement, vu que c'était aussi notre premier jeu, bah, en fait, on connaissait vraiment. Il y a plein de choses qu'on a découvert sur le tas, et notamment, bah, il y a plein de règles de base, que ce soit d'un point de vue game design, que ce soit d'un point de vue product design aussi, sur lesquelles on a vraiment fait des choses qui étaient vraiment pas. Je pense un des trucs les plus importants, je pense, c'est que souvent, on s'est dit, ok, on veut aller vite, on veut tester ça, on veut aller vite, et qui fait que des fois, on a shippé des choses qui étaient vraiment pas du tout au niveau, où on aurait pu vraiment challenger ça beaucoup plus, le faire de manière un peu mieux faite, et on s'est dit, ok, il faut qu'on aille vite, du coup, on va mal le faire. Ou alors on va pas assez réfléchir à comment bien le faire avant de le développer. Et du coup, donc souvent on a livré des trucs où on avait un niveau d'exigence qui était assez bas et qu'on a vraiment payé par la suite, où on a dû réparer ça avec, bah, voilà, quand tu as de la legacy, où tu vas passer 3 mois parce que tu as quelque chose qui est un peu cassé dans ton game design, dans ton truc, bah, c'est des trucs qui coûtent cher, quoi. Surtout quand tu es une petite boîte avec peu de budget, quoi. Et, euh, et donc ça, ouais, mettre, je pense que souvent on entend il faut aller vite et du coup il faut ne pas être fier de ce que tu livres, il faut livrer des choses qui sont vraiment imparfaites. Et je pense que le truc important, c'est vraiment de se dire, ok, on va enlever tout le superflu, vraiment se concentrer sur un truc très très simple, mais le truc simple, on va le faire bien, on va vraiment le faire bien, on va faire un truc cohérent avec le reste. Du coup, plutôt que d'essayer de faire un gros truc qui est pas forcément bien fait, avec un niveau d'exigence assez bas, faire un truc qui est beaucoup plus simple, mais sur lequel on se dit, ok, là on vise juste, on a un truc qui est bien fait, qui est cohérent. Et voilà. Et donc, typiquement, dans le gaming, il y a un truc qui est super important, c'est le look and feel. Quand tu arrives dans un jeu, il faut que l'utilisateur, voilà, il rêve, il soit super embarqué dans cet univers, que tout soit clean de A à Z. Et nous, bah, honnêtement, les premières années, on faisait des trucs, c'était la UI. Enfin, j'espère que vous verrez jamais la UI de ce moment-là, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment honteux d'avoir livré des trucs comme ça, mais juste on se disait, bon ben, ok, on y va, on va vite, alors qu'en fait, on aurait dû rehausser vraiment le niveau d'exigence et se dire, ok, on fait un truc beaucoup plus clean, plutôt que d'essayer de livrer ça en un mois au lieu de deux, quoi. Ouais. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur la partie gestion de communauté et sujet peut-être un petit peu fâcheux, mais quand on a autant d'utilisateurs, j'estime qu'il y a une responsabilité, surtout que j'imagine qu'il y a pas mal de joueurs mineurs. Donc, est-ce que c'est un sujet pour vous et comment vous le traitez, l'éventuelle présence de prédateurs, des éventuels cas de harcèlement? Comment vous gérez ça avec autant de monde sur autant de plateformes? J'ai cru voir qu'il y avait un chat in-game, le Discord, et puis j'imagine des groupes sur différents réseaux, etc. Ouais, clairement, c'est un vrai sujet. Et en plus c'est d'autant plus un sujet que si jamais en fait tu réfléchis pas aux choses en amont, bah, en fait, si tu n'y penses pas, il peut vraiment se passer des choses dramatiques, comme tu dis, avec des prédateurs, des choses comme ça. Et du coup, ouais, enfin, c'est super important de réfléchir. Nous, on a enfin, ce qu'on a déjà, c'est qu'on a une personne, on a recruté un advisor qui est en gros le CEO des gens qui sont, enfin de la boîte qui sont les leaders aussi aujourd'hui en France sur tout ce qui est safety. C'est Yubo, c'est un réseau social donc qui sont vraiment en avance là-dessus et justement qui nous donne vraiment des bonnes pratiques là-dessus et qui nous a introduit aussi auprès de personnes qui sont très compétentes dans le domaine pour justement gérer bah, toute la partie. Donc, quand on dit safety, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'harcèlement, il n'y ait pas voilà, de choses de choses qui sont dites dans le chat qui peuvent heurter d'autres personnes, etc. Donc ça là-dessus, nous, c'est des choses sur lesquelles on itère beaucoup. Et après, on a la chance d'avoir notre game designer, Marie, qui a fait sa thèse justement
qui a fait sa thèse pro sur comment prévenir de la toxicité dans les jeux vidéo et comment en fait, induire des comportements positifs dans des communautés et dans des plateformes sociales. Et donc, et franchement, et du coup, qui a fait un travail déjà énorme dans le cadre de sa thèse là-dessus, et qui expérimente aussi au quotidien comment faire les choses bien. Donc, nous, et après, évidemment, au quotidien, quand on voit des choses, quand on voit des dangers, par exemple, on essaye de tout résoudre au fur et à mesure dès qu'on identifie des choses. Avec les moyens du bord, évidemment, on aimerait pouvoir passer beaucoup plus de temps sur ces sujets, mais parfois, il faut qu'on délivre aussi d'autres features pour que le jeu avance, quoi. Mais en tout cas, on essaye de résoudre les problèmes au fur et à mesure. On a déjà mis en place des choses, on a testé pas mal de choses. Et honnêtement, nous, je pense qu'on a aussi une communauté qui est très alerte dessus. On a notamment des personnes qui ont des responsabilités dans notre communauté, qui sont très responsables et qui prennent ça vraiment au sérieux. Et donc, c'est ces gens-là, en fait, qui vont recruter tous les modérateurs, qui vont mettre en place justement les chartes, les règles qui font que quand on arrive dans un chat, il n'y ait pas de propos qui peuvent heurter ou de risque de harcèlement ou des choses comme ça. Donc, on a vraiment des gens qui sont très alertes dessus et qui mettent ça au cœur de toute la culture néo-police. Parce que, en fait, quand tu as une communauté, tu as aussi une culture qui se met en place. Et ça, c'est des choses qui se. Donc, évidemment, il y a encore énormément de travail là-dessus, ça c'est clair et net. En plus, dans le gaming, franchement, il y a vraiment des risques, des gros risques avec. On le voit dans certains jeux, des sujets d'harcèlement sur lesquels il y a vraiment un énorme travail à faire encore. Et c'est vrai que je pense que nous, on a vraiment la chance d'avoir déjà au sein même de l'équipe et même de la culture de la boîte, justement, une structure, en tout cas une culture et une volonté vraiment de faire. Et à chaque fois qu'on peut, on le fait. Et je pense que dans le futur, avec plus de moyens, je pense qu'on a aussi, nous, le désir de devenir vraiment avant-gardiste là-dessus et d'essayer justement de montrer qu'on peut faire des choses positives. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec Yubo, par exemple, qui nous aide et qui font des choses assez cool là-dessus d'ailleurs. Ils viennent de créer une norme ISO justement pour mettre en place un certain nombre d'éléments dans son produit pour qui garantissent le plus possible la sécurité des personnes et notamment des mineurs dans le jeu. Nous, typiquement, c'est quelque chose qu'on a prévu de rejoindre dès qu'on le pourra. Ouais. Bonsoir, merci déjà pour la conférence, c'était très intéressant. Moi j'ai une question, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir peut-être y répondre ou même rentrer dans les détails, mais là j'ai bien compris, c'était vraiment l'objectif, l'expansion de Néopolis, notamment dans d'autres marchés. Et est-ce que peut-être vous avez pensé à vous diversifier, et notamment en ouvrant, en créant plutôt peut-être d'autres jeux, d'autres branches, est-ce que c'est... Ouais, oui, évidemment. Évidemment, nous on est un studio avant tout, donc on est le studio Revolt Games, qui est le studio qui chapeaute Néopolis. Et évidemment, il y a une volonté de créer différents jeux. Là-dessus, on a une stratégie qui est que je vais vous expliquer. C'est en gros, dans les studios, tu as différents types de studios, mais nous, on s'identifie pas mal à certains studios comme Supercell ou Niantic, qui vont avoir peu de jeux, mais que des jeux qui ont une forte profondeur, qui vont avoir une durée de vie qui est importante, avec souvent un aspect social qui est important, et qui fait que en fait, tu vas avoir peu de jeux, mais que des jeux qui sont très intéressants, qui vont être en tout cas le plus intéressant possible pour les utilisateurs, avec de la profondeur. Et donc, la résultante de ça, c'est que du coup, on peut moins se permettre de faire des jeux à la chaîne, comme on peut voir dans d'autres studios, qui font plein de jeux et du coup qui prennent un jeu qui le pousse à fond en marketing et qui passe au jeu suivant. Nous, on est plutôt dans faire un jeu qui dure dans la durée. Donc, c'est un jeu qu'on passe en mode live ops. Donc, c'est un jeu sur lequel on va faire de la création de contenu en continu. Et il va toujours y avoir des nouveautés dessus. Fortnite, League of Legends, Clash Royale, c'est des exemples de jeux qui sont comme ça en mode live ops. Donc, nous, on a prévu de faire des jeux comme ça. Mais du coup, ça veut dire qu'un seul jeu
ça met beaucoup plus de temps que de faire un petit jeu qu'on va retrouver sur l'App Store. Mais voilà, nous on a cette volonté-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on a clairement aussi, on s'est clairement entouré et on a recruté aussi en fonction de ça, parce que en fait tu viens chez nous, tu vas dans l'équipe, il n'y a que des gens qui adorent créer. On passe, voilà, des fois on passe des week-ends ou même des soirées à créer des nouvelles choses, que ce soit des jeux de société, des courts-métrages, des trucs comme ça. Il y a vraiment plein de gens qui ont envie de créer, qui ont tout le temps, on parle aussi de nouveaux concepts, etc. Donc on a vraiment une culture voilà, de la création. Et donc je pense que le moment venu, ce sera très bien pour nous. Enfin, en tout cas, on sera très, très content de pouvoir se servir de tout ce qu'on a appris pour proposer une nouvelle expérience et créer de nouveaux jeux. Ouais. Bonjour, alors en tant que prépa Game Art, je me demandais comment ça se passait la communication entre les game designers et les Game Art, puisque vous avez commencé en studio en tout petit comité. Et bon, je n'étais pas là au début, du coup je ne pourrais pas vraiment dire si vous étiez déjà en collaboration avec certains game artistes. Donc comment s'est passé le recrutement et la communication jusqu'à maintenant, jusqu'à vos 3 millions d'utilisateurs? Ouais, bien sûr. Donc nous, depuis le début du jeu, on a une personne qui vraiment gère tout l'art de A à Z. En fait, c'était une des premières personnes à nous rejoindre, qui s'appelle Ségolène. Et du coup, depuis le début, vraiment, Ségo, elle est dans la core team, donc elle s'occupe de tout ça. Et on est encore une petite équipe. Aujourd'hui, on est 16, donc c'est pas encore. On arrive en fait à communiquer quand même très bien. On n'a pas encore besoin de mettre des process assez extrêmes pour organiser tout ça et tout. Donc aujourd'hui, ça se passe très bien comme ça. Et après, aujourd'hui, on a un de mes associés qui est Chief Product Officer, donc qui gère la partie produit et qui lui s'assure que constamment tout le monde soit vraiment aligné sur quels sont les objectifs qu'on a au niveau produit, est-ce que tout le monde a les bonnes connaissances de qu'est-ce qu'il faut faire et tout, et si jamais il y a à un moment quelqu'un un désalignement par exemple entre le game design et l'art, très rapidement on identifie et puis on fait ça, mais nous globalement on essaye de en fait pour essayer d'être le plus efficace possible en tant qu'équipe, on essaye de tout faire passer par l'écrit notamment. On a notamment un Slack et on a aussi un Figma sur lequel tous les écrans, tout ce qu'on a prévu de faire, on le design sur Figma et on en discute directement sur les écrans qui vont être développés. Et ensuite, on a un Slack sur lequel, dès qu'il y a des choses qui sont faites, dès qu'il y a un Game Art par exemple qui va partager, qui va faire un nouvel asset, la personne le partage et tout le monde le voit, tout le monde réagit souvent. En plus, souvent c'est cool parce que quand un Game Art partage un nouvel asset, tout le monde est là, waouh, génial, tout le monde met des emojis faites et tout. Donc ouais, c'est c'est assez cool. Et donc en général, le travail des Game Arts passe pas inaperçu. Tout le monde est au courant. Ouais. Ah ouais. Ouais, si après, nous, du coup, il y a une partie de l'équipe qui est là aussi, on sera pas loin, donc si vous voulez venir discuter, avec grand plaisir, et voilà, s'il y a d'autres questions, on est là.